et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. La première pierre de la première fourrière administrative de la Côte d'Ivoire a été posée. C'est un site de 5 hectares destiné à accueillir les véhicules verbalisés. L'ouvrage va coûter environ 4 milliards de francs CFA et s'inscrit dans la stratégie nationale de lutte contre les accidents de la circulation. L'antenne régionale de la direction de la police des stupéfiants et des drogues du Tonkpi vient de faire une importante saisie de faux médicaments. L'opération de ratissage s'est déroulée dans la ville de Mans. Les fins limiers ont intercepté plus de 6 tonnes de produits prohibés. Au Nigeria, au moins 22 personnes ont été tuées, 14 autres ont été blessées ce samedi dans l'attaque d'un convoi. Il s'agit d'un convoi de pèlerins musulmans. L'attaque a été perpétrée par un groupe d'assaillants dans l'état du Plateau, dans le centre du pays. Soyez la bienvenue sur RTI1. Toutes nos excuses pour ce 20h qui démarre avec des minutes de retard pour cause technique, ce qui explique, vous l'avez bien remarqué, ce changement de décor. Mais les dieux de la technique n'auront pas raison de ce 20h. L'Égypte antique a joué un rôle pionnier en maints domaines de la pensée, des lettres, des sciences, des arts. Et c'est la mère des civilisations. On dira donc qu'on a tout à apprendre presque de cette civilisation. Son modèle social, ses rouages politiques, sa richesse architecturale. L'Égypte pharaonique fascine encore. Et ce soir, nous vous proposons dans la page culture un voyage au cœur de cette Égypte antique avec notre invité Yaporeka Somé, docteur en philosophie et en égyptologie. Il est l'auteur de l'œuvre L'Égypte ancienne, un système africain du monde. Bonsoir, docteur Yaporeka Somé. Bonsoir, madame. Alors, comme le chercheur écrivain, égyptologie, Cheikh Anta Diop, vous prenez l'africanité de l'Égypte ancienne. Alors, même si cette thèse est combattue encore aujourd'hui, vous continuez de soutenir cette thèse? Non, disons que cette thèse n'est plus combattue. L'africanité de l'Égypte. Mais ça, c'est quelques personnes qui ne sont pas d'accord sur plusieurs milliards de personnes. L'africanité de l'Égypte ancienne, ça veut dire que l'Égypte se trouve sur le continent africain, ça c'est un fait, que ses habitants étaient aussi noirs que vous et moi, peut-être même plus noirs, que leur civilisation était africaine. Donc ça ne souffre pas de discussion. Et vous nous en direz davantage dans la page culture. On va se retrouver dans une trentaine de minutes pour évoquer votre ouvrage « L'Égypte ancienne, un système africain du monde ». À tout à l'heure. La première pierre de la première fourrière administrative de la Côte d'Ivoire a été posée. C'est un site de 5 hectares situé au bord de l'autoroute du Nord et est destiné à accueillir les véhicules verbalisés. L'ouvrage va coûter environ 4 milliards de nos francs et s'inscrit dans la stratégie nationale de lutte contre les accidents de la circulation. Dangui. Bientôt fini les difficultés relatives à la gestion des véhicules en fourrière à Abidjan. La Côte d'Ivoire va s'offrir dans 18 mois une fourrière administrative d'une superficie de 5 hectares avec des aires de parking et une zone administrative sur l'autoroute du Nord à la zone industrielle de PK22. La pose de la première pierre de cette infrastructure a eu lieu ce vendredi. Le maître d'ouvrage délégué promet des services de qualité aux usagers. Ce site sera adossé à d'autres sites tampons situés à l'intérieur de la ville d'Abidjan, de façon à ce que nous faisons passer de 5 hectares à environ 10 hectares la capacité de stationnement. La construction de cette fourrière administrative destinée à accueillir, entre autres, des véhicules verbalisés dans le cadre de la visio-verbalisation est plutôt bien accueillie par de nombreux transporteurs. Les fourrières aujourd'hui sont des fourrières qui exposent les véhicules aux intempéries. La construction de cette nouvelle infrastructure va, à notre sens, permettre de sécuriser tous les véhicules qui sont tombés sous le cas de fourrières. Entre autres résultats attendus de la réalisation de cette fourrière administrative, un changement progressif du comportement des usagers de la route à travers un dispositif répressif efficace. Le ministre des Transports y tient. J'ai demandé au directeur général de Kipux d'intégrer dans ce projet aussi des stations de contrôle technique. Parce que tous ceux qu'on prendra qui n'ont pas le contrôle technique et qui seront amenés ici devront avoir leur contrôle technique sur le site avant de sortir.
La construction de cette fourrière administrative de plus de 1500 places de stationnement va coûter environ 4 milliards de francs CFA et s'inscrit dans la stratégie nationale 2021-2025 de la sécurité routière, dont la phase de répression commence le 7 septembre prochain. Là, vous l'avez donc remarqué, la sécurité routière se renforce dans notre pays pour lutter contre les accidents sur nos routes. Le comité local de la région du Poro a été installé. On en sait plus avec notre reporter Kwadekwame Jean de Dieu. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les accidents de la circulation constituent la première cause de mortalité des populations de 5 à 29 ans. Les statistiques du ministère des Transports ces 5 dernières années indiquent que la Côte d'Ivoire compte plus de 12 000 accidents corporels occasionnant plus de 1200 décès et plus de 21 000 blessés pour une perte d'environ 3% du produit intérieur brut chaque année. À travers une vaste campagne de sensibilisation sur la sécurité routière, le ministère des Transports s'est engagé à faire baisser de 50% le nombre d'accidents graves et les pertes en vie humaine enregistrées sur les routes ivoiriennes. D'où la mise en place des comités locaux de sécurité routière. Après la région des Lagunes, le ministre des Transports Amadou Kone, qui avait à ses côtés Amadou Koulibaly, ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, procède à l'installation du comité de sécurité routière de la région du Poro. Ce comité aura la charge de mener des actions d'information et de sensibilisation de proximité en vue de lutter efficacement contre l'incivisme routier. Au cours de cette cérémonie d'installation, les membres du gouvernement ont invité les populations à faire preuve de prudence et de civisme sur les routes. Face à tout ceci, au niveau national, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a décidé d'approuver une stratégie nationale de sécurité routière dans le but de réduire d'ici 10 ans le nombre d'accidents graves de 50%. Parce que si nous ne le faisons pas, dans 10 ans, nous aurons un peu plus de 3 000 décès sur nos routes. Après l'installation du comité local de sécurité routière de la région du Poro, le ministre Amadou Kone a procédé à l'ouverture du bureau régional de l'Office de sécurité routière et offert au bureau des engins roulants. À l'instar de Korogo, les comités locaux de sécurité routière ont été installés dans plusieurs grandes villes du pays. Et on en arrive à ce coup de filet réussi de l'antenne régionale de la direction de la police des stupéfiants et des drogues du Tongpi. Les Félimiers ont fait une importante saisie de faux médicaments. L'opération de ratissage effectuée dans la ville de Mans a permis d'intercepter plus de 6 tonnes de produits prohibés. Le témoignage est signé F. Bouy. Plus de 6 tonnes de médicaments de qualité inférieure et falsifiés saisis par l'antenne régionale de la direction de la police des stupéfiants et des drogues DPSD de Mans. Une saisie qui s'est opérée à Mans grâce à une information anonyme. Dans la nuit du 7 au 8, on a lancé une opération de ratissage dans toute la ville de Mans, que ce soit tout ce qui est médicaments contrefaits et également dans la répression des différents types de drogues. Au cours de nos patrouilles de nuit, nos éléments ont intercepté un camion en provenance de Touba et précisément au carrefour Zélé. La fouille minutieuse du camion a permis de constater que les produits prohibés étaient dissimulés sous des denrées alimentaires. Après avoir avisé maintenant le procureur de la région, ordre nous a été donné de saisir ces produits que vous voyez ici présents et de libérer les denrées alimentaires qui ne sont pas sous l'effet de la répression. Ces produits seront incinérés plus tard sur instruction du procureur de la République. Il faut dire que depuis sa prise de fonction à la tête de l'antenne régionale de la DPSD de Mans le 29 décembre 2020, le commissaire de police de 2e classe, Béoufans Irima, et ses éléments ont saisi ultérieurement plus de 22 tonnes de produits prohibés, dont des médicaments et de la drogue. Ces produits ont été incinérés récemment. Un autre coup de filet de la DPSD de Mans. Un individu qui cultivait le cannabis vient d'être interpellé à Guné, dans le département de Biancouma. 600 plants de 60 cm à 2 mètres de hauteur dissimulés dans son champ de cacao situé sur les flancs des montagnes ont été déterrés.
L'antenne régionale de la DPSD de Mans couvre les régions du Tonkwi, du Kémon et du Bafing. Cette antenne a grand besoin de personnel et de matériel roulant pour être encore plus efficace. Et nous avons un invité sur ce plateau, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, est avec nous. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Vous êtes porteur d'un message. Oui, en effet, je suis sur ce plateau pour faire la déclaration du gouvernement suite à la détection d'un cas de virus Ebola à Abidjan. Les autorités sanitaires du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle ont été informés ce jour, 14 août 2021, par l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire d'un cas positif de maladie à virus Ebola. Après l'examen d'un échantillon prélevé le 13 août dernier aux urgences médicales de CHU de Cocody, sur une jeune fille âgée de 18 ans de nationalité guinéenne. Cette jeune fille qui a quitté l'Abbé en Guinée à destination d'Abidjan par une voie routière, elle est arrivée donc en Côte d'Ivoire le 11 août et a été diagnostiquée et prise en charge immédiatement par nos services le 12 août 2021 à 20 h. Il s'agit d'un cas isolé et importé. La patiente est actuellement en isolement et prise en charge au centre de traitement des maladies hautement épidémiques du CHU de Treichville. La Côte d'Ivoire dispose de vaccins contre Ebola et il procédera donc à la vaccination des groupes cibles, à savoir le personnel soignant qui sont en première ligne, les cas contacts qui sont donc qui étaient immédiatement en contact avec la patiente, les forces de sécurité qui sont à nos frontières. À la réception donc des résultats des analyses ce jour, à 7 h, une réunion d'urgence du comité de veille sanitaire s'est tenue ce jour à 10 h sous la présidence de M. le ministre en charge de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Ce même jour à 18 h vient de se tenir, sous la présidence de M. le Premier ministre, une réunion interministérielle d'urgence à la primature. Au terme de cette séance de travail, les mesures suivantes ont été arrêtées. La réactivation de la surveillance communautaire de la riposte à Ebola. La sensibilisation, prévention, diagnostic et prise en charge des cas contaminés. L'organisation donc du suivi de tous les cas contacts identifiés. La vaccination immédiate des groupes cibles. Le respect des directives pour le diagnostic et la prise en charge des fièvres hémorragiques. La poursuite du strict respect des mesures barrières édictées contre la Covid qui reste valable pour la maladie à Ebola et virus Ebola. La collaboration frontalière intense avec la Guinée et la mise en œuvre des procédures standards de règlement sanitaire international. Le gouvernement remercie les partenaires techniques et financiers qui se sont rapidement manifestés pour exprimer leur soutien dans la riposte sanitaire. Le gouvernement rassure les populations et les invite à la sérénité. Toutes les dispositions sont prises pour faire face à cette situation. Le dispositif sanitaire pour le contrôle de la maladie existe et a été éprouvé par le passé. Le gouvernement invite les populations au strict respect des mesures d'hygiène et de prévention. Fait à Abidjan le 14 août 2021 pour le gouvernement, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Je vous remercie. Alors, monsieur le ministre, avant de vous laisser partir, voilà, la Côte d'Ivoire vient d'enregistrer son premier cas avéré d'Ebola. Comment, vous l'avez expliqué, il s'agit d'une jeune fille guinéenne, mais comment est-ce que ce cas avéré a pu se confirmer, surtout qu'au niveau des frontières, les frontières terrestres sont encore fermées? Oui. Alors, ce qu'il faut dire, c'est surtout la rapidité de détection. Ça montre que notre système sanitaire est assez robuste. Figurez-vous que cette jeune fille qui a traversé la frontière par des chemins détournés est arrivée en Côte d'Ivoire, je l'ai dit, hein, le 12 à 20 h. Automatiquement, quand nos services de santé ont constaté une fièvre anormale, elle a été adressée donc, au CHU de Cocody, qui l'a prise en charge. Et un isolement a été fait et l'Institut Pasteur a été invité à faire donc, les tests nécessaires, qui prennent un peu de temps. Et ce matin, à 7 h, lorsque nous avons eu les résultats, nous avons pris les dispositions nécessaires pour identifier tous les cas contacts. C'est-à-dire, toutes les personnes qui ont voyagé avec cette dame ont été traquées. Et aujourd'hui, nous disposons donc des vaccins pour que ces personnes soient protégées. Fort heureusement que cette maladie dispose aujourd'hui des vaccins. D'accord. Alors,
toute dernière question, la répétition est pédagogique, on le dit. Alors, comment on contracte cette maladie, surtout qu'on a le coronavirus qui est déjà sévit et qui nous menace, Ebola qui va venir encore nous effrayer. Dites-nous comment on contracte cette maladie et quels sont les symptômes concernant Ebola. Oui, mais les symptômes d'Ebola, c'est la fièvre, c'est les vomissements, c'est les hémorragies, mais on l'a rappelé maintes fois, il faut arrêter de manipuler les animaux vivants ou sauvages, mais surtout, c'est le contact avec les personnes malades qui peuvent donc vous donner cette maladie, par la sueur, par le sang, en touchant. Donc, voilà pourquoi il faut, donc, comme on l'a dit, observer les mesures d'hygiène. Donc, se laver les mains régulièrement et puis éviter d'être en contact lorsque vous savez que quelqu'un est malade et que vous n'avez pas le diagnostic réel à partir des symptômes que vous observez. Merci, Monsieur le ministre. Je vous remercie. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Et on ne baisse pas la garde dans l'observation des gestes barrières contre le coronavirus. On continue également de respecter les mesures contre Ebola. Nous allons voir les chiffres du jour en Côte d'Ivoire concernant la pandémie de Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 14 août 2021 66 nouveaux cas de Covid-19 sur 4 443 échantillons prélevés, soit 1,5% de cas positifs, 168 nouvelles guérisons, un décès enregistré malheureusement ce jour. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire compte non seulement le nombre total d'échantillons est de 835 566 et à la date du 14 août 2021, la Côte d'Ivoire compte 52 202 cas confirmés, dont 50 947 personnes guéries, 359 décès et 896 cas actifs. Continuons de respecter les gestes barrières, préservons notre santé et celle des autres. La FESI, Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire, et le RJDP, Rassemblement des Jeunes pour la démocratie et la paix, s'engagent pour la paix, bien sûr, et ils ont décidé d'accompagner les actions du ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. On en sait plus avec Walter Madouatara. Odjet Yakore, Blegiraro, Karamoko Yayoro, Yao Séraphin et Noël Diomandi. Ces 6 personnes représentaient les associations de jeunesse des partis politiques en Côte d'Ivoire dans les années 90 à 2000. Elles ont à leur actif la création du Rassemblement des jeunes pour la démocratie RJDP. Ces membres du RJDP sont venus saluer la nomination du ministre Kouadio Konan-Bertin au poste de ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Également, affirmer leur engagement à soutenir le ministre dans sa mission. Nous qui avons lutté hier, quelle part nous prenons dans le processus de réconciliation? Moi, je suis venu dire clairement que mon parti, l'UDPCI, est dans le train de la réconciliation et nous ferons en sorte que, évidemment, là où on parle de réconciliation, de paix et de cohésion, nous serons là pour lui apporter notre soutien, comme l'a indiqué le président du parti, le Dr Mabré. Je voudrais dire merci à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui a bien voulu nommer notre ami et frère, qu'on nous appelle affectueusement Kakabe, comme ministre de la Réconciliation. C'est une tâche gigantesque. Mais nous serons à ce côté. À la suite du Rassemblement des jeunes pour la démocratie, RJDP, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, a partagé sa vision pour une contribution à la consolidation de la dynamique de paix déjà amorcée par le président de la République, Alassane Ouattara. Le choix de l'autre, ça ne doit pas impacter sur les relations. Ça doit être des débats d'idées désormais. Au lieu qu'on voit des jeunes avec des machettes, nous sommes en train d'élaborer un chronogramme pour sensibiliser tous les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale a apprécié à sa juste valeur ces différents soutiens qui lui ont été exprimés. Tous comprennent la nécessité justement d'aller à la paix, la réconciliation et de faire en sorte de consolider le climat de paix tel que boosté par nos dévanciers. Vous avez vu la rencontre qu'il y a eu entre le président de la République et l'ancien président, le président Laurent Gbagbo. Ce sont des choses que les jeunes souhaitent voir. Un horizon de paix, un horizon de construction de soi-même, de la nation. Et cela ne peut se faire que dans la cohésion, dans la paix, dans la concorde. Je suis heureux que les étudiants de la FESI, singulièrement, viennent prendre toute leur place et leur part
dans ce vaste processus. À ces différentes rencontres, le ministre Kwadwo Konan Bertin a indiqué que la recherche perpétuelle de la paix doit être l'affaire de tous sans distinction. Paix est donc une quête permanente. Les femmes du quartier Sonitra d'Abobo rendent hommage au chef de l'État Alassane Ouattara. Réunies au sein de la Fédération des associations des femmes d'Abobo, elles ont traduit leur reconnaissance pour les actions de développement et de paix. Un moment de joie et de partage rapporté pour vous par Lorgoretti, Sidonie Davila. Les femmes du quartier Sonitra dans la commune d'Abobo rendent hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Elles se réjouissent des actions du chef de l'État en faveur du développement de la Côte d'Ivoire et surtout pour l'autonomisation des femmes. Le président a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire, l'autonomisation des femmes surtout. On se sent bien. En tout cas, il y a eu beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses pour la femme. À l'occasion de cette fête, organisée par la FEDAFA, Fédération des associations des femmes d'Abobo, Fatoumata Silla, la présidente, a exprimé sa gratitude aux habitants du quartier, également aux femmes pour leur dévouement et leur soutien. Depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire marche. On n'a rien à dire, c'est pour lui dire merci. Les Ivoiriens sont unis aujourd'hui, il n'y a plus de problème en Côte d'Ivoire. Que tu sois Baoulé, Bété-Djoula, nous sommes unis. Pardon, réconciliation et cohésion sociale pour une Côte d'Ivoire solidaire. Comme le souhaite le chef de l'État, sont entre autres les messages véhiculés aux populations du quartier Sonitra d'Abobo. Les femmes de Force démocratique de Côte d'Ivoire, FDCI, ont fait leur entrée politique dans la commune de Makori. Elles prônent aussi la paix, la cohésion sociale et la réconciliation nationale. On retrouve Lorgoretti et Sidonie Davila. Les femmes du parti Force démocratique de Côte d'Ivoire sont en fête. Le FDCI fait de sa rentrée politique une marque d'adhésion au développement. Cette vision cadre avec celle du président Alassane Ouattara, selon la présidente. Nos défis restent imminents. Qu'il s'agisse du terrorisme ou d'autres formes de criminalité transfrontalière, notamment le trafic des armes, de drogue et d'êtres humains, par les réseaux de la migration clandestine, les tentatives de déstabilisation, etc., notre parti FDCI sera toujours aux côtés des autorités pour relever ces défis. Après de nombreuses actions déjà engagées dans le dynamisme de la paix, le FDCI compte, entre autres, permettre aux Ivoiriens d'être au cœur de la politique, redynamiser l'entrepreneuriat chez les jeunes et accompagner le président de la République dans sa quête de la paix. C'est ensemble que nous allons réussir ces défis. Voilà pourquoi nous devons accompagner le président de la République dans sa quête de paix, de développement et poursuivre nos efforts concertés face à nos défis communs et placer la Côte d'Ivoire au centre de nos préoccupations majeures, car la Côte d'Ivoire est notre patrimoine commun. Le FDCI a vu le jour en juin 2019. L'objectif est d'instaurer une démocratie participative. Et toujours dans l'actualité politique nationale, le Front populaire ivoirien a tenu une conférence de presse. Son président, Affi N'Guessan, a évoqué la décision de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo de quitter le FPI pour un autre parti qu'il compte mettre sur pied très bientôt. La conférence de presse a eu lieu au siège du Front populaire ivoirien dans la commune de Cocody devant un parterre de journalistes, nous rapporte Sidonie Davila. Il y a quelques jours, l'ex-président ivoirien, membre fondateur du FPI, prenait la décision de laisser le contrôle à 100% du parti à Affi N'Guessan. Ce dernier vient de prendre acte de cette décision. Gbagbo a choisi la rupture, le schisme. C'est son choix. Nous ne l'avons pas voulu. Nous avons tout fait pour l'éviter. Il emporte la responsabilité politique, la responsabilité morale, la responsabilité totale, la responsabilité exclusive devant nos militants, nos concitoyens et devant l'histoire. Le comité central qui vient de se réunir a entériné la rupture
Il me met en mission désormais pour mener ce combat de la renaissance et de la modernisation du FPI. À ces détracteurs qui pensent qu'il aurait eu un arrangement entre lui et le RHDP, le président du FPI répond. Quand les gens me parlent de deal, de trahison, j'ai ri. Si je veux trahir Gbagbo, là, c'est le 11 avril. J'ai continué de défendre la cause de Gbagbo. Ne serait-ce que même pour le principe. La rupture consommée, Afi N'Guessan et son équipe veulent tourner la page. Même si une rupture peut s'apparenter à une forme de deuil, elle comporte aussi une dimension libératrice, puisque toute notre énergie sera désormais consacrée à ce projet que nous allons présenter aux Ivoiriens. Si nous voulons reconquérir le pouvoir d'État, nous devons changer de logiciel. Dans cette nouvelle page de l'histoire du FPI, nous sommes désormais dépositaires de l'héritage, de l'histoire, des valeurs de la gauche. La renaissance de notre parti passe par une modernisation de sa pensée, de son organisation, de sa gouvernance. Le président du FPI appelle au rassemblement des militants de son parti. Objectif, imprimer une nouvelle marque au Front populaire ivoirien. La commune de Madinani dispose désormais d'un centre polyvalent. Son coût, environ 60 millions de francs CFA. C'est un don de la fondation Lonasi pour permettre à la population de s'épanouir. Les clés du centre polyvalent ont été remises au premier magistrat de la commune de Madinani. Walter Amadou Ouattara pour le reportage. La commune de Madinani dispose désormais d'un centre polyvalent. Les travaux ont été réalisés par la LONASI, Loterie nationale de Côte d'Ivoire. Bâtie sur une superficie de 480 mètres carrés, sécurisée par une clôture, l'infrastructure comprend une grande salle pour les événements, 5 bureaux, un secrétariat et 8 salles d'eau. Le tout pour un coût d'environ 60 millions de francs CFA. Une joie pour le maire Siaka Fani qui a suscité la construction de ce centre. Le centre, certes, c'est une affaire de jeunes, comme on en a l'habitude de le voir ou de l'entendre. Mais c'est pour toute la ville et c'est pour tout le monde. J'ai donc pensé, avec l'équipe municipale, que ce nouvel édifice que voici devrait être plus qu'un simple centre culturel. C'est un centre polyvalent. L'action s'inscrit dans le cadre de la mission sociale de la LONASI. C'est un pan de son programme qui consiste à investir dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la culture, a souligné le représentant du directeur général de cette société d'État. Cher parents de Madinani, voici votre centre polyvalent. Désormais, c'est à vous d'en faire un vrai centre polyvalent au service de la vie socio-culturelle de votre cité. Dominique Santou, préfet du département de Madinani, a exprimé sa gratitude à la structure donatrice avant d'exhorter la jeunesse à faire de ce centre polyvalent un temple du savoir afin de cultiver la paix et le vivre ensemble. Et l'atmosphère est tout autre au Nigeria, où au moins 22 personnes ont été tuées ce samedi 14 août dans l'attaque d'un convoi. Il s'agit d'un convoi de pèlerins musulmans. L'attaque a été perpétrée par un groupe d'assaillants dans l'état du plateau situé dans le centre du Nigeria. On déplore également 14 blessés. Les forces de l'ordre ratissent le secteur pour mettre la main sur les assaillants. Et nous sommes samedi, place à l'instant culture de ce 20h. Voilà, et c'est reparti pour Yopougon Reggae Festival. Pour cette 5e édition, le thème est Jeunesse et développement. Ce festival aura lieu du 18 au 22 août prochain. L'innovation cette année, c'est l'hommage qui sera rendu au peuple Hatchan, nous rapporte Franck Kodio. Maréchal Zongo, ébauche de prestations. Le tableau suivant est une suite de distinctions de reconnaissance. Raskalouga, Kajim, Spairo,
tome de Genèse et bien d'autres, un aperçu de la palette d'artistes pour cette 5e édition du Yop Reggae Festival. La musique de Bob Marley, de nouveau sur la scène de la plus grande commune de la capitale économique. Le thème pour 2021, jeunesse, paix et développement, l'annonce est faite à la presse. On est tous conscients que ce sont les jeunes qui sont au devant de tout ce qu'il y a comme trouble. Parce que soit ils sont oisifs ou soit ils sont manipulés. Donc en début du festival, il va y avoir un séminaire de formation de ces jeunes-là. Et à la suite, des diplômes leur seront remis afin qu'ils puissent faire l'écho de cette formation-là auprès de leurs camarades jeunes. Faire des jeunes des acteurs de la cohésion sociale par la musique, l'intention à la caution institutionnelle. La jeunesse a tout son avenir et il faut qu'elle décide de prendre une part active au processus de réconciliation nationale. La jeunesse doit s'approprier le processus de réconciliation nationale. Le reggae, mais aussi d'autres influences musicales et l'innovation cette année. L'hommage au peuple hatchan. Pour les artistes, l'opportunité vaut son pesant d'or. Et quand on sait l'actualité de notre pays, on va dire que cette 5e édition du Yop Reggae Festival arrive à point nommé justement pour essayer d'inscrire un peu plus dans les esprits et dans les cœurs ces germes de paix, d'amour et de fraternité. Yop Reggae Festival, de la musique, mais aussi des spots atypiques. Nous, là, ce sont des roquettes verbales qui adressent à toute autorité d'être digne, d'être clair pour pouvoir mieux connaître son peuple. Nous, là. Cette année, l'événement aura lieu du 18 au 22 août prochain avec un point d'orgue, un concert suivi le dernier jour d'un parcours touristique. Voilà, belle transition pour passer à l'entretien avec notre invité de la page culture. Je vous retrouve avec plaisir, Monsieur Yopore Kassomé. Bonsoir. Voilà, bonsoir à vous. Alors, vous êtes égyptologue. Dites-nous, quel est l'enjeu d'une telle spécialité aujourd'hui? L'égyptologie, en fait, c'est la connaissance de l'histoire ancienne de l'Afrique. Et dans cette histoire de l'Afrique, il y a un chapitre qui concerne l'Égypte ancienne, que les habitants de ce pays, qui est un pays d'Afrique, appelaient Kemet. Kemet, ça veut dire l'art noir. Ils appelaient leur pays comme ça parce qu'eux-mêmes sont des Noirs. Et alors, quelle est la particularité de ce qu'ils ont fait, de leur civilisation? C'est qu'ils ont porté à un degré très raffiné les sciences, par exemple les mathématiques, l'astronomie, la géométrie, la médecine, pour faire la momification, c'est-à-dire qu'ils ont des rois qui sont morts depuis 5000 ans et qui sont encore en état de perfection, de conservation. Ils ont développé donc les sciences, la philosophie, les arts, l'architecture, la littérature, et donc toutes les sciences, tous les domaines que je viens de citer là, constituent un fonds culturel ancien, écrit de l'Afrique. Et donc, ça veut dire que l'Afrique a là un patrimoine immense dont elle a encore besoin, dont elle peut se servir encore aujourd'hui pour régler les problèmes qui se posent à elle aujourd'hui et pour construire un monde meilleur. D'accord. Et justement, vous venez de publier un ouvrage intitulé « L'Égypte ancienne, un système africain du monde ». Alors, est-ce que vous vous positionnez comme un héritier de Cheikh Anta Diop? Bien évidemment, je suis un héritier de Cheikh Anta Diop et j'appartiens à l'école africaine d'égyptologie parce que vous avez dit au début, il y a plusieurs écoles d'égyptologie. Il y a des écoles où on peut parler de l'égyptologie et de l'Égypte ancienne sans évoquer l'Afrique. Pour nous, c'est impossible parce que l'Égypte ancienne et la Nubie ancienne sont deux filles de l'Afrique. Ce ne sont même pas les filles aînées, parce que l'origine de l'humanité, c'est l'Afrique, l'origine des premières civilisations aussi, et la civilisation égyptienne n'est pas la toute première, mais elle est l'une de celles qui ont rayonné le plus dans le monde ancien et qui a attiré tout le bassin méditerranéen, notamment les Grecs qui sont venus puiser abondamment à cette source. Les Pythagore qui a fait 21 ans, les Thalès, 13 ans, les Platon, les Aristote, et puis par une sorte d'effacement de notre mémoire culturelle, nous pensons que ce sont eux qui ont créé les disciplines que je viens de citer, les mathématiques, la philosophie, la géométrie, l'architecture, alors même qu'ils sont venus comme apprentis, donc à une source qui est présente sur le sol africain. Donc au bord du Nil. Au bord du Nil. Nous allons suivre un peu le résumé de votre ouvrage qui a été si bien présenté par Franco Adio. On va suivre et puis on en reparle sur ce plateau.
L'Égypte ancienne, un système africain du monde. La dernière œuvre du docteur Yoporeka Somé rend compte de ses analyses sur la naissance de l'univers, l'organisation de la société et la possibilité d'une vie après la mort selon les croyances des Égyptiens à l'époque des pharaons. L'auteur explique que ces croyances sont basées sur l'Ama, un principe de vie africain qui prône la vérité, la justice, l'ordre, l'équilibre cosmique et social. Il fait ainsi la lumière sur un système de pensée authentiquement africain qui influence encore aujourd'hui le monde moderne dans lequel nous vivons. Docteur en philosophie à l'Université de Strasbourg et en égyptologie à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Yoporeka Somé est né en Côte d'Ivoire de parents burkinabés. Il est auteur de 3 ouvrages. Sa dernière œuvre, intitulée L'Égypte ancienne, un système africain du monde, a été préfacée par Théophile Obenga. Elle contient 576 pages et est parue en 2018 aux éditions Théam. Voilà un résumé réalisé par Yannick Foumi et Serge Koléa. Alors, dites-nous, aujourd'hui, avec l'évolution de la science et de la technologie, il est possible d'affirmer des thèses qu'il était difficile de soutenir il y a quelques années. Non, oui, aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus claires. Vous convenez avec moi que par le passé, c'était difficile. On sait que Cheikh Anta Diop n'a pas pu soutenir sa thèse concernant l'africanité. Oui, c'était d'accord. C'est plus tard qu'il a pu soutenir cette thèse. On ne va pas faire ce débat ici. Mais dites-nous, que représente la civilisation égyptienne pour le continent noir et pour le monde? La civilisation égyptienne pour l'Afrique d'abord, parce que c'est la fille, j'ai dit que c'était la fille de l'Afrique, c'est la mémoire culturelle de l'Afrique et l'étape la plus fulgurante, la plus flamboyante qui a inspiré au-delà de l'Afrique, le monde occidental à travers la Grèce. Donc, qu'est-ce que ce legs représente aujourd'hui pour l'Afrique? Et qui est en train de se chercher, qui connaît, dont la situation dans le monde est connue aussi, dans l'histoire récente. On dit que l'Afrique est en train de se chercher. L'Afrique se cherche, c'est un fait. C'est-à-dire que la voix africaine aujourd'hui ne compte pas. Pourquoi? Pas parce que nous sommes des Noirs, mais parce que nous sommes dans une situation de faiblesse. La faiblesse due au fait que nous ne sommes pas unis. D'accord. Et aussi au fait que nous n'avons pas assez confiance en nous-mêmes. Et donc, le retour ou l'inspiration vers cette Égypte ancienne peut être une clé, peut être une des solutions vers la renaissance, vers le retour à nous-mêmes. C'est-à-dire que nous prenions confiance en nous-mêmes, en notre capacité créatrice, parce que nous avons un exemple, nos ancêtres l'ont fait, et donc si nous suivons leur enseignement, nous pouvons faire autant. Et nous pouvons même faire plus, parce que c'est ça le vœu de tout papa, de tout père ou de toute mère, que son enfant aille au-delà de ce que lui-même ou elle-même a pu accomplir. Et pour le monde? Et pour le monde aussi, voilà, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Je n'ai pas assez parlé des valeurs que cette civilisation a générées. Par exemple, les idées de droits humains, d'universalisme, d'égalité entre les femmes et les hommes, entre les citoyens, c'est-à-dire le respect de la vie humaine. Tout ça là, toutes ces valeurs émergent du continent africain. Et nous avons besoin aujourd'hui de nous les réapproprier et de les porter au plus haut point, comme l'ont fait nos ancêtres, pour un monde plus juste et pour un monde meilleur, pour une Afrique plus juste aussi et plus digne, plus respectueuse également des droits humains. Alors l'Égypte, ce sont les momies, les pyramides, les ouvrages millénaires qui interrogent aujourd'hui encore notre curiosité et qui prouvent qu'à une époque lointaine, des hommes et des femmes, quand on vous écoute, avaient atteint un niveau de connaissance à nul autre pareil. Alors dites-nous, docteur, cette Égypte-là représente quoi pour l'humanité? Alors, c'est la mère de toutes les sciences et donc c'est la tutrice, ou si vous voulez, l'institutrice de toute l'humanité. Elle a apporté les connaissances les plus raffinées au monde occidental et donc à l'ensemble de l'humanité. Et elle a apporté beaucoup plus que ça. Vous avez cité les pyramides, les obélix, les temples, etc. Mais elle a apporté les valeurs
Hein. Par exemple, il y a une valeur égyptienne qui s'appelle Ma'at. Je vais expliquer un peu. C'est un mot en égyptien ancien qui veut dire, qui a plusieurs sens, qui veut dire l'équilibre, l'ordre, la justice, la vérité, la solidarité, la bienveillance, etc., etc. Et donc, ça, c'est le principe même de la vie en société. Et selon moi, et je pense que je ne suis pas le seul à le dire, ça, c'est l'apport le plus important de l'Égypte ancienne, au-delà des pyramides, au-delà des techniques de momification, au-delà des sciences, au-delà de l'architecture, de tout ça. Et c'est ce principe-là, je vais terminer là-dessus, qui a permis à cette civilisation de tenir pendant 3500 ans. 35 siècles sans disparaître, avec des hauts et des bas, mais il y a, dans le monde actuel, dans le monde ancien comme dans le monde moderne, aucun système n'a tenu aussi longtemps. Et je crois que c'est grâce à cette valeur. Il faut donc nous réapproprier cette valeur. Et je pense que quand on vous écoute, on sera tous des égyptologues. Et c'est justement l'enjeu de cet ouvrage, n'est-ce pas? Merci, merci docteur Yaporeka. Merci de m'avoir reçu. Merci docteur Yaporeka Somé d'avoir répondu à nos questions. Merci surtout de votre contribution à la promotion et à la valorisation de l'histoire de notre très beau continent. Merci beaucoup. L'Afrique a une histoire et un patrimoine culturel plurimillénaire riche. Cette Afrique belle, berceau de l'humanité, vous l'avez entendu, et ne saurait donc se laisser écraser par la roue de l'ignorance. Promouvons, valorisons notre histoire, notre culture. Merci de nous avoir suivis. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Je vous retrouve avec le même plaisir demain 20h. Prenez soin de vous.